Bonsoir à tous, on reprend. Bienvenue à tous, bonsoir à tous. On a le plaisir de vous accueillir pour cette conférence autour du thème de la parité qu'on va organiser sous la forme d'une table ronde. Et je remercie d'ores et déjà nos trois intervenantes de talent qui vont avoir la gentillesse de partager, qui ont la gentillesse d'avoir accepté notre invitation et qui vont partager leurs expériences avec nous sur ce thème. Et je vais les laisser se présenter. Merci Cyril, bonsoir à toutes et tous. Valérie Le Boulanger, donc je suis consultante RH et j'étais jusqu'en début d'année DRH du groupe Orange. Bonsoir, je suis Corinne Lecoustet, je travaille chez Sanofi, je suis directrice de cabinet du président France et j'interviens ce soir en qualité de vice-présidente de l'AME, l'Alliance pour la mixité. Bonsoir à tous et à tous, je m'appelle Aïcha Amejoud, je suis expert comptable et je suis également présidente de la commission parité, diversité et inclusion. Merci et vraiment merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil de votre part. On va donc peut-être commencer par quelques chiffres, un tour d'horizon de la parité au sein de notre profession, puis au sein de notre pays, pour ensuite partager des retours d'expérience et surtout des bonnes pratiques, puisque c'est ça qui va nous intéresser le plus. Donc Aïcha, si tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé au sein de notre métier, dans notre branche, sur ce thème. Oui, Cyril, on va parler des chiffres. En fait, il faut savoir que notre profession, c'est une profession très masculine à la base. Et les chiffres, c'est qu'en 2014 notamment, 94, pardon, on avait un taux de 12% des experts comptables qui étaient des femmes, donc c'est très très faible. Et là, on a vu les chiffres en avril 2021 sur 21 185 experts comptables, donc on a quand même voilà, une bonne population. On a atteint les 28,85% qui sont des femmes. Et il faut savoir que ces chiffres sont plutôt rassurants, mais c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu, creuser un petit peu plus parce qu'il y a des chiffres qui m'ont un peu interpellée. Parce que quand on regarde les collaboratrices dans nos cabinets, il y en a beaucoup. Tous les cabinets que j'ai faits, il y avait beaucoup de collaboratrices femmes. Et en fait, dans les salariés qui travaillent dans nos cabinets, on a 66% de femmes. Donc 66% de femmes collaboratrices, mais que 28,85 qui atteignent en tout cas qui s'installent. Et quand on regarde un petit peu l'intermédiaire, un petit peu les collaboratrices femmes qui poursuivent le cursus, dans les stagiaires, on a 47% quand même de stagiaires experts comptables. Donc, moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est pourquoi ce gap entre les collaboratrices et celles qui veulent passer le diplôme? Il y a une déperdition et c'est vrai que là, se pose des questions dans notre profession. Donc voilà le petit panorama de la profession aujourd'hui dans la parité. Et quand on a regardé un petit peu les projections, si on voulait vraiment avoir une parité dans notre métier, il faudra attendre 2040. 2040. Bon, bah, on va dans le bon, ça va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et on va voir comment on peut changer les choses, améliorer les choses. Peut-être que vous pouvez nous en dire aussi un peu plus sur ce qui se passe dans vos branches d'activité sur la parité, en matière de parité. Merci Cyril. Alors, une première réflexion avec ces chiffres, il ne faut pas non plus stigmatiser vos métiers. Ça existe aussi un peu partout dans d'autres branches. C'est vrai que quand on regarde les médias, quand on regarde la politique ou certains métiers de l'industrie, du digital, la féminisation n'est pas sur des taux records. Donc, on a encore du mal à avancer et à travailler. Ça prend du temps. Il faut toujours être vigilant, ça c'est sûr. Et ce que j'observe dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez quand même un joli vivier. Donc, elles sont là. Il y a quand même une forme d'attractivité au métier de la finance et en particulier à l'expertise comptable. Je pense que quand vous allez, on va rentrer dans les détails avec Valérie aussi sur qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'on peut faire différemment. On a des exemples à partager avec vous, mais je crois vraiment à l'attractivité de ce métier.
Et ensuite, il faut déconstruire le stéréotype de genre. C'est pas qu'un métier destiné aux hommes. Et je pense vraiment que en travaillant sur vos rôles modèles de ces femmes qui ont réussi, qui pourraient partager leur expérience. Elles ont toutes des expériences différentes. Donc elles peuvent parler au plus grand nombre vraiment d'expériences réussies. Donc, on parle de rôle modèle, on parle d'engagement. Il faut faire savoir, il faut partager ces expériences réussies à celles qui, à un moment donné, s'arrêtent dans leur cursus. Et dans ce cas-là, il faut peut-être aussi raisonner avec elles, discuter avec elles, revenir vers elles pour poser cette fameuse question, pourquoi ? Et je pense que vous avez des atouts, il faut travailler dessus, mais il faut aussi travailler sur vos freins. D'où ça vient et comment ça peut se construire et comment on peut déconstruire les stéréotypes de genre, du métier en général, de la finance. Et on va discuter solutions. Merci Corinne. Oui, peut-être une première effectivement réaction, Aïcha, à la présentation de ces chiffres. D'abord, un point positif, c'est la tendance. Ce qu'il faut regarder, c'est la tendance. Et la tendance, elle est bonne. On voit qu'il y a un développement tout à fait significatif. En même temps, et je ne vais pas faire de grandes théories et de politique, voilà, mais je lisais un article ce matin en préparation de cette table ronde, et je me remémorais à la lecture de cet article qu'il y a juste 50 ans à peine, les femmes ont pu travailler sans la permission de leur mari, quoi. Donc certes, voilà, les experts comptables 28%, mais 50 ans, excusez-moi, mais c'est pas si lointain. Et donc voilà, donc il y a pas que, et comme le disait très justement Corinne, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser. On a un contexte sociétal extrêmement lourd, évidemment qu'on traîne dans toutes nos entreprises, et beaucoup de secteurs d'activité, et on va y revenir effectivement là-dessus, sont concernés. Et je crois que ce qui est important, c'est la tendance. Ce qui est important, c'est la prise de conscience. Et d'organiser ce soir une table ronde de cette nature, je trouvais super, parce que ça permet d'échanger à bâton rompu, et je crois beaucoup à la force de la parole, de l'échange, des bonnes pratiques, du partage de convictions, pas de certitude en la matière, pas de certitude, sinon la certitude, on va vite virer dans le dogme, et le dogme n'est jamais très constructif, je pense. Mais voilà, donc je trouve que la tendance est super, et donc il faut évidemment continuer, parce que 28%, voilà. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est l'autre chiffre, c'est-à-dire que la féminisation globale de vos effectifs dans votre domaine d'activité, voilà, montre, comme le disait Corinne, qu'il y a un vrai vivier, et illustre aussi, et là c'est le côté peut-être un peu moins rose, si je puis dire, le fait que, si vous me passez l'expression, plus on monte, moins il y en a. C'est-à-dire que c'est vraiment plafond de verre, et qu'on pourra partager. Je pourrais illustrer aussi le propos avec quelques chiffres. Plus on monte, moins il y a de femmes en responsabilité. Et ça, pour moi, c'est le vrai sujet. Et j'ai piloté ce type de sujet longtemps dans ma carrière, pas que chez Orange, avant dans le secteur bancaire. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet, et on va y revenir, je pense, de façon plus détaillée, parce qu'il y a sûrement des bonnes pratiques. Est-ce que c'est partout pareil? Est-ce qu'on observe ça dans tous les secteurs d'activité, en tout cas ceux que vous avez pratiqués? Enfin, moi, je vais donner l'exemple. Je repasse le micro à Corinne. Je donne l'exemple d'Orange. L'exemple d'Orange, féminisation, donc 150 000 salariés dans le monde, donc taux de féminisation de l'effectif 36%, donc tout confondu, cadre, non cadre, voilà, 36%, donc pas génial, domaine technique, technologique, voilà, et donc forcément des filières, et on va revenir sur ces sujets de recrutement de sourcing qui était un vrai sujet, de 36%. Quand je regarde le taux de féminisation, ce qu'on appelle chez Orange les leaders, c'est le cercle des 1200 plus hauts dirigeants. Je vais dire ça de manière voilà, extrêmement simple, en disant, eh bien là, c'est 10 points de moins. C'est-à-dire, je ne suis pas à 36, je suis à 26, voilà, 28. Donc, il n'y a pas, donc ça, c'est très comparable. Et je pense, Corinne, chez Sanofi, voilà. Pareil, on a des grands écarts. Donc, on a un taux de féminisation total de 49%. Donc, c'est quand même un très, très bon chiffre. On parle de 25 000 salariés basés en France, 110 000 dans le monde. Et alors, on a effectivement le même curseur que vous. Quand on regarde ce qu'on appelle les positions senior leaders, c'est à peu près 1200 salariés. Et là, on est à 37%. C'est déjà mieux, c'est déjà bien.
Mais on a fixé, et voilà. Et après, le comité exécutif, on est à 29%. Alors, on fixe un taux sur ces senior leaders de 37% à passer à 50% à 2025. Donc, c'est là très vite. Donc, on a un certain nombre de mesures à prendre. Et cette fois-ci, donc nous, on regarde les grades, c'est-à-dire ces fameux paliers où on a ce vivier qui est là, c'est-à-dire sortie d'école, intégration dans l'entreprise, très belle mobilisation, volonté de progresser, de se développer. Et puis, il y a un moment donné, quand on monte à ces niveaux différents de différenciation de grade, effectivement, là, on n'a plus la même attractivité. Et donc, c'est sur ces niveaux de grade et métiers, parce que forcément, en ressources humaines, communication, c'est beaucoup plus féminisé, comme le marketing également, que d'autres fonctions plus techniques, d'expertise industrielle ou de digital. Et ça, c'est vrai sur le territoire français, mais aussi à l'international. Et à la fin de l'année, Sanofi prévoit de mettre les forces en commun de nos filiales mondiales à la réflexion d'action pour féminiser le digital et l'industriel. Moi, ce qui me semble intéressant, et peut-être, alors je ne connais pas la taille en fait de vos structures, mais qui sont pas voilà, il y a toutes les tailles. Moi, je crois beaucoup à l'approche, et on pourra partager ça avec vous bien volontiers. Moi, je ne crois pas aux grandes approches théoriques en la matière. Je crois beaucoup aux approches pragmatiques. Voilà. Et j'ai toujours essayé d'aborder ce sujet, enfin ce sujet, si tant est qu'on puisse appeler ça un sujet, de cette façon-là, et notamment parce que j'ai été aussi amenée à négocier sur ce thème avec les organisations syndicales. J'ai négocié beaucoup d'accords sur le sujet. Et au fond, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois, on va tourner autour des mêmes thèmes de manière très concrète. Donc, si on prend toute la chaîne, le recrutement, et donc ces sujets de sourcing, on va y revenir, d'attractivité, de réalité, à la fois bien sûr du marché de l'emploi, mais aussi la réalité de nos étudiants dans nos écoles. Et ça descend très bas. Donc, le recrutement. Ensuite, il y a la trajectoire dans l'entreprise, ce qu'on appelle l'emploi, le développement, c'est-à-dire comment j'évolue dans l'entreprise, les promotions, l'accès aux postes à responsabilité, ce que vient d'évoquer Corinne. Ça, c'est un deuxième sujet. Et de ce sujet, on va tirer la pelote des sujets de rémunération, qui sont des sujets aussi qu'il faut aborder, des sujets d'accès à la formation, quatrième thème. Et puis après, il y a un sujet aussi qui est vraiment majeur aujourd'hui, qui l'était il y a quelques années, mais qui est ce fameux sujet aussi d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que considérons, sans faire de boutade, qu'il y a un sujet sur lequel on n'atteindra jamais la parité, c'est le congé maternité. Voilà, qui est quand même un sujet à un moment dont il va falloir parler, car on observe toutes quand même que c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà, mais à date, on va dire, qui est quelque chose de toujours un peu compliqué à gérer. Voilà. Même si le congé parental a augmenté et a fait un bond, entre 14 et 28 jours pour le papa. Je rebondis là-dessus parce que le congé maternité fait partie de l'index Chiappa-Pénicaud. De manière générale, est-ce que la réglementation permet de donner un coup d'accélérateur à la mise en place de nouvelles choses au sein des structures que vous accompagnez? Quand on remonte dans le temps, donc on a eu la loi Copé-Zimmermann il y a quelques années. Ensuite, l'index égalité professionnelle, ça a été quand même encore un cadre législatif intéressant. Actuellement, il y a la loi Rixain. De la députée Marie-Pierre Rixain, LRM, qui est aussi très intéressant, qui remet encore le curseur sur la féminisation de postes à responsabilité, postes de direction. Et on entend, et ça évolue, c'est ce qu'on est en train de voir, Elisabeth Moreno, la ministre, a annoncé en début d'année qu'elle réfléchissait à un nouvel index de mesure de la diversité dans les entreprises, non obligatoire. Donc là, ça serait vraiment plutôt un curseur de veille et d'échange avec le privé et le public sur de nouvelles mesures. Alors, ça évolue, le cadre législatif évolue, ça aide les entreprises, forcément, d'avoir cette notion de mesure, parce que de toute façon, on ne modifie pas, on n'améliore pas si on ne mesure
pas. Donc on a besoin, il ne faut pas garder en tête la notion de quota ou de notation. On n'est pas là, hein. Franchement, on a changé ce type de mentalité et de culture. On est plus en train de se dire comment est-ce qu'on évolue dans ce cadre. Voilà, faire progresser les choses. Et pour terminer, effectivement, je te laisserai aussi la parole sur l'index, hein, sur lequel tu as bien aussi travaillé. On a deux je dirais, mesures à l'index qui n'évoluent pas. C'est effectivement l'augmentation de salaire au retour de congé maternité. Et ça, c'est encore un sujet d'actualité. Et le deuxième, c'est la parité dans les 10 plus hauts salaires de l'organisation. Ces deux index-là n'évolue pas depuis 2019 quand ça a été lancé pour la 3e année consécutive. C'est très compliqué. Ah oui, non. Mais les Échos viennent de publier le rapport annuel, le bilan annuel de l'APEC, et les écarts de salaire en 2020 sont de 15% entre un homme et une femme. Ils étaient 13% l'année précédente. Et à poste équivalent, attention, non, à poste, là c'est tout confondu, on est dans le genre, donc la parité. À poste équivalent, c'est 8%. C'est encore trop, c'est beaucoup. Et pourtant, le cadre législatif a évolué. Alors, en rebond de ce que vient de dire Corinne, le cadre législatif, il a considérablement même évolué. Je lisais là encore, ça me faisait sourire, parce que je n'avais pas du tout cette information en tête, qu'il a fallu attendre 1973, il n'y a pas si longtemps, pour que la loi rende légal le port du pantalon pour les femmes. Je dis bien 1973. 1973. Il y avait une disposition légale qui datait du 19e siècle et qui considérait que la femme ne pouvait pas porter de pantalon et c'était un signe de travestissement. C'est le terme qui était… Non, partout, sauf quelques professions, par exemple les femmes qui montaient à cheval. Voilà. Et il fallait demander l'accord à la préfecture. Eh bien, cette disposition légale, elle n'a été abolie. Alors, en fait, évidemment, je dirais, l'usage a fait qu'on n'a pas attendu que la loi soit abolie. Mais tout à coup, en 1973, on a exhumé un texte qui demeurait dans les dispositions législatives. Et en fait, ça n'est qu'en 1973 que cette disposition a été légalement supprimée. Vous voyez quand même… on revient de loin. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, le cadre légal, il évolue considérablement. Corinne évoquait bien sûr les dispositions sur les conseils d'administration, où là, l'instauration de quotas, personnellement, je n'ai jamais été une fan des quotas, mais force est de constater, donc obligeant à avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance, force est de constater que même si on n'est pas fan des quotas, ça a plutôt fonctionné puisque la France est aujourd'hui, au niveau international, très largement en tête du taux de féminisation des conseils d'administration et conseils de surveillance, tant j'entends les 40%, très loin devant les États-Unis et même l'Allemagne. Voilà, donc sur ce sujet-là et ce seul sujet, je vais être prudente, c'est la loi Copé-Zimmermann qui elle a un caractère très coercitif en fait. Et donc, comme elle a obligé vraiment à ce que ces dispositions soient, et elles sont contrôlées ces dispositions, eh bien ça a marché et aujourd'hui on est presque à 40% effectivement de représentation féminine dans les conseils d'administration, conseils de surveillance. Après, le sujet, c'est en dessous. C'est-à-dire que, comme le disait Corinne, le sujet, c'est le taux de féminisation des différentes instances dirigeantes. Quand on regarde aujourd'hui les sociétés du CAC 40, excellent exemple, hein, une femme, Catherine McGregor, patronne d'une entreprise d'une CAC 40 NJ, une seule, et qui a succédé à la seule femme, Isabelle Cocher, qui occupait ce rôle préalablement. Donc, une sur 40, pardon. Voilà. Si on prend d'autres exemples, c'est le 28% de votre profession qui m'a fait réagir. Pour changer de domaine de l'entreprise, mais quand on regarde les grandes villes en France, les villes de plus de 100 000 habitants, eh bien, il y a 28% de maires qui sont des femmes. C'est exactement le même taux que vous. Je ne fais pas de raccourci. Mais c'est alors qu'à progressé, mais c'était 7 femmes en 2014, elles sont passées à 12. Pas de quoi faire cocorico non plus. Donc, ce cadre légal, il a la vertu, quand il est très contraignant, évidemment, de voir s'y conformer, et puis il a la vertu de mettre en visibilité le sujet et de mettre en mouvement.
Voilà. On parlait de l'index, effectivement, chez Apapenico, c'est un très bon exemple. C'est un index dont le premier qui a fonctionné pour les grandes entreprises, je crois qu'on a dû sortir le premier en 2019, parution en mars 2019. Je veux dire, dans toutes les entreprises, on était motivés, hein, parce qu'en fait, il permet, et il y a des experts comptables, on va parler chiffres, et les chiffres ont une vertu, c'est que c'est un KPI et que c'est factuel et que c'est non discutable. Voilà, donc ça donne un peu de poids et c'est fort. Eh bien, ils ont permis de regarder factuellement les écarts entre la rémunération moyenne d'une femme, la rémunération moyenne d'un homme. C'était normalement dans les grosses structures, dans les bilans sociaux. Après, les bilans sociaux, c'est quand même pas la lecture de chevet de chaque salarié. Hein, enfin, je ne crois pas, en tous les cas, je n'ai jamais vu. Ensuite, il permet de mesurer effectivement les écarts entre taux de promotion. Chez combien d'hommes qui ont eu des promotions, chez combien de femmes qui ont eu des promotions. Voilà. Est-ce que je suis finalement, j'ai un traitement entre guillemets dit égalitaire ou est-ce que je suis en décrochage? Ensuite, effectivement, les sujets d'augmentation salariale, de manière générale, et le fameux sujet de l'augmentation au retour du congé maternité, qui normalement, je le rappelle, est quand même maintenant une disposition légale. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, soit qui l'ignorent, soit qui feignent de l'ignorer, je ne sais pas, en tous les cas, sur le résultat de l'index cette année, hein, en 2021, vous avez quand même, il faut avoir 75 points, c'est un index qui se calcule, il y a 100 points, il y a 5 critères, et donc il faut avoir 75 points. Si vous n'atteignez pas les 75 points, alors vous devez mettre en place un plan d'action, et si à la fin des fins, votre plan d'action n'est pas efficace, eh bien vous aurez une pénalité, et là je pense que quand on paye la pénalité, ça devient... c'est 1% de la masse salariale. Voilà. Voilà. Mais vous avez encore aujourd'hui, en 2021, 13% des entreprises qui ont eu 0 point. 0 point. On peut rappeler que ça s'applique maintenant aux entreprises de plus de 50. Ouais, voilà. Donc, je pense que dans votre secteur, voilà. Oui, donc on peut rappeler que cet index, il s'applique aux entreprises de plus de 50 personnes. Donc, autant les cabinets n'étaient pas forcément… Il y a assez peu de cabinets, pour simplifier, qui dépassent cette taille, enfin, qui dépassaient les anciens seuils de 150 ou 1000 salariés. Autant là, 50, il va y en avoir déjà un plus grand nombre qui va être concerné. Donc, c'est un sujet qui intéresse vraiment notre profession. Oui, il faut partager. Il faut être dans la communication et la transparence parce que cet indicateur est remis, hein, il est publié, il est public. Mais je pense qu'il faut partager ce constat avec sa structure, avec ses salariés. Ça permet de dire voilà où on est bon dans ce suivi, là où est-ce qu'on doit s'améliorer et on s'améliore collectivement. Forcément, quelle que soit la taille de l'entreprise, le sujet est là. Aujourd'hui, les sanctions ne sont pas appliquées, mais c'est pas ce qu'on recherche non plus. C'est plutôt vraiment la prise de conscience. On n'a pas beaucoup de recul, hein. On a 2 ans, ils ont changé, on suit les plus petites entreprises, donc ça c'est important. Mais je pense qu'il y a encore des consultations à mener, des améliorations à mettre en place. La présidente de l'Alliance pour la mixité en entreprise, l'AME, Corinne Hardy, travaille aussi en proximité avec les ministères, a travaillé aussi dans l'amélioration et dans la discussion pour la loi Rixin. Et on peut dire qu'il faut tout secteur, ça doit être appliqué aussi à tout secteur, du privé comme du public, hein. Dans les ministères, je veux dire, la question, elle se pose aussi. Et puis, sur l'amélioration, nous, on a poussé aussi une prise de conscience. On n'est pas dans le name and shame, on est plutôt dans le name and reward, c'est-à-dire faire savoir celles qui fonctionnent bien, sur quel indicateur ça fonctionne bien et finalement, comment elles s'y sont prises pour que ça fonctionne, quelles sont les mesures qu'elles ont prises et les faire partager. Et ça, voilà. Et donc, du coup, on va sur un côté positif de l'utilisation de l'index et pas de montrer du doigt, ah, vous avez moins de 75. Non, c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. C'est un enchaînement magnifique. On va rebondir sur les bonnes pratiques puisque c'est ça qui va nous intéresser au plus haut point. Est-ce que, Aïcha, tu peux nous dire comment la parité s'applique au sein de ton cabinet? Voilà.
moi, je vais vous parler au sein de mon cabinet et aussi revenir peut-être sur mes expériences dans les cabinets que j'ai faits. Et pour ma part, c'est vrai que quand j'ai eu mon diplôme, c'est posé la question de qu'est-ce que je fais avec. Et c'est vrai que dans mon cabinet, à l'époque, ben, j'ai eu mon diplôme, les résultats au mois de juin. Et c'est vrai que nous, au mois de juin, ben, on a nos entretiens annuels. Et c'est vrai qu'à l'époque, mes patrons m'avaient demandé, bah, Aïcha, maintenant, OK, tu as ton diplôme, à quoi après? Et à l'époque, je ne savais pas du tout. Et il m'avait dit, et la maternité, tu y as pensé? Et là, je suis restée bloquée. J'avais pas trop compris la question sur le coup. J'aurais dit, bah, j'ai pas envie d'en parler ici. Enfin, j'avais pas trop compris sur le coup. Mais c'est vrai que, bah, comme on dit tout à l'heure, quand on évolue, bah, se pose cette question-là de la maternité et comment bah, le cabinet va pouvoir gérer cela. Et bah, en fait, c'est là où je me suis dit, bon, enfin, c'était vraiment, elle était orientée. Mais moi, j'avais un petit peu j'avais un petit peu balayé le truc. Et de là a mûri, en fait, cette idée de créer mon cabinet. Et finalement, ben, quand j'ai créé mon cabinet, moi, je l'ai créé en 2016. Je suis partie de 0 client. Mais voilà, j'ai créé mon cabinet et finalement, j'ai eu ma fille il y a 3 ans maintenant. Et avec le recul, je me dis que j'ai préféré l'avoir en étant à mon compte que je me posais la question, mais si j'avais encore été salariée, comment j'aurais fait en fait dans les cabinets. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, moi, dans mon cabinet aujourd'hui, je recrute pas des personnes parce qu'elles sont des hommes ou des femmes pour certaines missions. Je les recrute pour leurs compétences. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que je n'avais pas besoin que mon patron me pose cette question pour savoir comment il allait gérer mon congé mat si je tombais enceinte. J'avais plutôt, j'avais besoin qu'il me pose des questions sur comment j'allais poursuivre ma carrière dans son cabinet. Et inconsciemment, cette question qu'il m'a posée a fait que bah, j'ai pas voulu continuer dans ce cabinet-là et que j'ai cherché d'autres options en fait avec ce diplôme-là. Et moi, je pense que dans les cabinets, on doit pousser les femmes à justement développer leurs compétences parce qu'en fait, bon, moi, mon mari aussi est expert comptable et en fait, moi et lui, on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler et nos clients aussi ne recherchent pas du tout les mêmes choses chez moi et lui. Donc la parité, elle est essentielle parce qu'on est tous différents et on en a besoin dans nos cabinets parce que nos clients sont différents. Et aujourd'hui, bah, moi, j'ai des femmes entrepreneuses qui viennent me voir parce que je suis une femme et je serai plus à même de comprendre leurs problématiques. Donc dans mon cabinet, la parité aujourd'hui, bah, j'ai 7 collaborateurs et j'ai 4 femmes, 3 hommes. Donc aujourd'hui, ça va, on arrive à le gérer. Et aujourd'hui, en effet, je recrute pas mes collaborateurs en fonction de si c'est des hommes ou des femmes. Et j'ai envie de te dire, on peut plus se permettre ce truc-là. De toute façon, on a un problème de recrutement. Donc si on commence à regarder ça, on n'a plus de collaborateurs pour nos cabinets. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as raison de dire, on a besoin de modèles, on a besoin de personnes qui expliquent comment ils ont fait. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'avais accepté cette conférence, parce qu'aujourd'hui, justement, moi, à l'époque, j'avais pas assez de modèles. Et pourtant, j'ai fait des cabinets où j'ai eu des patronnes, j'ai eu des femmes experts comptables, mais elles ne parlaient pas de ce passage. Peut-être, elles avaient peut-être un peu de pudeur ou ça venait pas, mais en tout cas, la parole n'était pas libérée à l'époque. Et là, voilà, cette conférence, c'était pour ça, de montrer que c'est possible. Il y a juste un pas à faire. Et je trouve que notre métier, il est beau parce qu'on peut vraiment tout faire. On est libre. Et je trouve qu'il y a très peu de métiers quand même où c'est possible. Oui, même je pense que si certains patrons n'avaient pas conscience de ça aujourd'hui, ça va s'imposer à nous par de toute manière les difficultés qu'on peut avoir à recruter. Donc, on serait bien idiot de ne pas prendre le problème à bras le corps et de changer les mentalités. Et pour rebondir sur le congé maternité, c'est quand même quelque chose qui s'anticipe. Donc, il y a moyen de le gérer en bonne intelligence, j'allais dire. Est-ce qu'on peut, de quelle manière tu as organisé ça chez toi? Bah, moi, c'est simple, tous mes clients étaient au courant que j'étais enceinte, de toute façon, je ne pouvais pas le cacher. Donc, ils le savaient, en effet, c'était prévu. J'ai anticipé mes travaux. Mes collaborateurs, je les ai formés pour que pendant ce congé maternité, mes clients ne soient pas perdus. Et voilà, j'ai pris mon congé maternité, je suis revenue. Et ça s'est très bien passé avec mes clients. Et franchement, je trouve que j'avais une liberté dans mon emploi du temps qui, je pense, aurait été compliquée si j'avais été salariée parce que j'ai vécu dans des cabinets où, en effet, il y avait des congés maternité et où, bah, dès que j'ai même eu des collègues qui ont du mal à l'annoncer parce qu'elles se disaient si je l'annonce, on va m'enlever des dossiers alors que non, j'ai pas envie. C'est des questions que beaucoup de femmes se posent. Ah oui, il y a un travail énorme. Et
Exactement. Et il y en a, on peut pas le nier, ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut juste travailler et ouvrir les esprits et se dire exactement, ça s'organise. C'est juste une question d'organisation. Mais encore une fois, en général, on a juste peur de ce qu'on connaît pas. Quand on ne sait pas, on a peur. Et juste, je pense qu'il faut juste en parler et que ça devienne quelque chose de normal, quoi. Il y a peut-être d'ailleurs des bonnes pratiques sur tous ces sujets-là, c'est sûr, à aller pêcher chez ceux qui font bien les choses. Une question qu'on se pose, c'est est-ce que la parité, ça concerne uniquement les grandes entreprises? Est-ce qu'on peut aller, ou est-ce que les petites peuvent s'inspirer de bonnes pratiques des grandes? Si vous pouviez nous en dire un peu plus là-dessus. Non, non, ça concerne tout le monde évidemment et pas que les grandes ou pas que les petites. Et merci Aïcha pour ce témoignage qui vibre, parce que je pense que Corinne comme moi, voilà, on a vécu exactement les mêmes choses. Moi, je suis maman de 3 enfants. Je veux dire, j'ai encore, et c'est là où je vois quand même que les choses ont beaucoup progressé, mais j'ai encore en mémoire tagué dans mon esprit mon retour de congé maternité de mon premier enfant, où je réintégrais une direction financière qui s'occupait de fusion-acquisition, donc on n'est pas très éloigné de votre, voilà, donc très loin du métier de RH à l'époque, hein, et où en fait il y avait une réorganisation de cette activité et où j'avais tout, préalablement j'étais déjà dans cette équipe-là, j'avais toute ma légitimité et normalement le poste c'était pour moi, et je revois cet entretien absolument cruel de mon patron me disant: tu devais avoir le poste, mais dans le texte, je suis convaincu que tu vas remettre ça. Voilà, voilà. Et l'entretien s'est terminé. Le lendemain, je n'étais plus dans ce service. T'en veux dire? Ça avait fait le tour, je crois. Voilà. Bon, ça c'est l'anecdote, mais derrière l'anecdote, donc oui, ça concerne tout le monde. Et 2, je pense, comme le dit Aïcha, c'est des choses très, très. D'abord, faut pas que ce soit tabou. Comment ça? C'est la vie. C'est la vie. Voilà. Donc, c'est pas tabou. Voilà. Donc, ça, c'est le premier sujet. Je pense que peut-être dans les bonnes pratiques, parce que si on peut partager aussi quelques idées très modestement, hein, parce que je pense que voilà, je crois que ce qui est très important, c'est l'anticipation et le fait d'en parler. C'est-à-dire qu'il faut que largement avant le départ en congé maternité ou le congé un petit peu anticipé, si la maman doit se reposer, hein, il faut qu'il y ait un échange avec le manager, avec les collègues, en disant voilà, je vais partir, a priori c'est telle date, peut-être là, comment on s'organise, voilà ce que j'ai en tête, voilà. Et l'échange et le dialogue pratique, enfin je veux dire, on n'a rien inventé de mieux, hein. Donc ça c'est le premier point, et comme ça permet à tout le monde, je dirais, on s'en parle, on sécurise entre guillemets l'absence, qui crée toujours un peu un traumatisme quand même dans les équipes, ou en tous les cas de la désorganisation. On regarde comment on peut, durant le congé, pallier à l'absence. Est-ce que ça peut se faire en restant entre nous? Est-ce qu'il faut qu'on prenne un CDD? Est-ce qu'il faut qu'on prenne un intérimaire? Est-ce qu'on peut avoir un alter? Enfin, je ne sais pas. Voilà, on trouve toujours des solutions. Et la maman aussi donne un peu de visibilité sur ce qu'elle a en tête, même si c'est pas figé dans le marbre et que. Après, il y a peut-être une deuxième pratique, moi, que j'ai toujours appliquée, c'est pendant le congé maternité, on reste en contact. Alors, c'est pas on reste en contact, je vais pas te parler boulot alors que tu es en train d'avoir un projet de vie exceptionnel, mais on coupe pas le fil. Et ça, c'est important pour tout le monde, pour l'équipe, pour la maman, et c'est gage derrière de facilitation de la reprise. Voilà. Et c'est pas interdit. Mais non, parce que je vais le faire intelligemment. Je veux dire, j'y vais, tu vas bien, ça se passe bien, donne-moi des nouvelles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reste avec un lien. Et ensuite, on anticipe la reprise. Parce que considérons quand même, et on l'a tout vécu, que la reprise, c'est un moment pour tout le monde un peu compliqué quand même. Psychologiquement, toujours un peu compliqué. En termes d'organisation, c'est toujours très compliqué. Et donc ça s'anticipe. Si je sais quand je rentre que je suis attendue, tout le monde sait que je vais avoir des horaires, effectivement, qui doivent, c'est pas 20 heures le soir parce que ça va être compliqué, j'ai mon système de garde, on peut partager, pas partager, voilà. Et que je sens que j'ai une attention autour de ça, alors croyez-moi que je reviens motivée, efficace, enthousiaste et engagée sur mon job. Ouais, je te rejoins complètement. Anticiper, c'est-à-dire avant le départ, c'est de se projeter sur le retour.
Parce que forcément, on est en pleine activité, hein, donc on n'a pas encore notre enfant, mais donc du coup, on est vraiment, comme on dit, full speed. Et donc du coup, on est déjà dans l'organisation des choses du retour. Donc effectivement, le lien RH, à ce moment-là, est clé. Et ensuite, à nouveau, le lien RH juste avant de revenir. Forcément, parce que l'entreprise peut avoir aussi bougé sur certains projets, de nouvelles intégrations ou des départs. OK, on refait un point, comment est l'équipe, et puis à quel moment de la vie de l'entreprise je reviens pour avoir une bonne connaissance de son environnement. Comme ça, je reviens tranquillement. Et le mot-clé, c'est que ça se gère comme un projet, mais un projet de vie, tout simplement. Et alors, vous posiez la question, est-ce que c'est un sujet que pour les grandes entreprises? La parité, hein, si je reviens sur le thème plus général. Est-ce que vous avez vu le nombre de nominations dans les COMEX de patrons inclusion, diversité? Est-ce que vous avez vu le nombre de créations de réseaux de femmes? C'est impressionnant. Enfin, ça a beaucoup bougé. Alors effectivement, récemment, ça a aussi beaucoup bousculé au niveau médiatique de discrimination en France et aux États-Unis, qui fait qu'on doit entourer aussi plus qu'un collaborateur, c'est-à-dire qu'une individualité, être un peu plus humaniste et travailler sur un citoyen. Un homme, une femme, quelle que soit aussi son orientation sexuelle, son handicap. Voilà, ce sont des sujets qu'on porte et qu'on ne portait pas autant précédemment. Avec la nomination de ces fonctions-là à des niveaux de représentation très hauts dans l'entreprise, c'est un signal. C'est un signal, franchement, et ça fait du bien parce qu'on partage des chiffres, on partage des expériences, et quelle que soit la taille de l'entreprise, on a un objectif commun, on a presque une mission. Ça, c'est très important ce que tu dis parce que c'est l'incarnation et l'exemplarité. Alors, ça ne fait pas tout, hein, mais ce qu'on sait aussi, c'est que, et c'est exactement ce que tu dis dans ton cabinet, si tu ne portes pas en tant que dirigeant ou dirigeante ce sujet-là, ça ne fera pas tout, mais c'est sûr qu'il se passera moins de choses. Voilà. Donc, c'est cette impulsion, cette exemplarité dans le discours et dans les faits, et c'est pour ça que les KPI, c'est important parce que quelques chiffres clés que l'on suit dans le temps, sur lesquels qu'on met en visibilité, qu'on anime, voilà, qu'on porte, ça me semble effectivement très, très important. Moi, je voulais revenir sur le sujet des pratiques, parce que c'est vrai qu'on est toujours tous à la recherche des bonnes idées qui marchent. Voilà. Bon, alors, on ne les a pas trouvées, hein. C'est-à-dire ce que je pense qui marche, c'est la multiplication de petites bonnes idées qui font que ça marche à un moment donné, dans un contexte donné. On les met en visibilité, je crois beaucoup à la communication, hein, là-dessus, ce que vous faites ce soir est super. Il faut mettre en visibilité, il faut parler des sujets. Moi, j'avais pour habitude, quand je négociais des accords, parce que quand on négocie sur ce sujet avec des partenaires sociaux, c'est compliqué parce qu'on a toujours des chiffres où on n'est pas bon, quoi. Donc, on se prend quand même un peu la claque à droite, la claque à gauche en disant « vous n'avez pas fait assez ». Et c'est vrai, on n'a jamais fait assez. Regardez mes chiffres, moi, c'était pas… Voilà. Et j'en disais, mais le sujet, on peut toujours vous donner des ambitions formidables. Mais si les ambitions formidables derrière, on n'arrive pas à les mettre en œuvre, c'est du miroir aux alouettes. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Et moi, je crois beaucoup, je disais tout à l'heure, à l'approche pragmatique. Je prends par exemple le sujet du recrutement, qui est un de vos sujets. Attractivité, recrutement, comment je fais, voilà. Donc, moi, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai demain un cabinet d'expertise comptable. Je n'ai aucune compétence en la matière, mais sur mes entreprises, j'ai toujours fait comme ça. Je prends le sujet du recrutement et j'ai toujours raisonné de la façon suivante en 3 temps. C'est-à-dire, je fais constat, engagement, moyen. C'est très simple, un constat, engagement, moyen. Constat, c'est l'état des lieux. Donc, je dois recruter combien de personnes dans l'année? CDI, CDD, des stagiaires, de l'alternance, de l'intérim. Je ne sais pas si, enfin, c'est pas du recrutement, mais voilà. Donc, voilà, j'en fais combien dans l'année? L'année dernière, l'année d'avant, donc sur cette volumétrie, ça c'est des chiffres, ça peut parler, hein, cette volumétrie, j'ai eu combien d'hommes, combien de femmes? Ça c'est mon constat. De quelles compétences, et je rejoins tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, de quelles compétences et donc quel profil ai-je besoin? Donc ça c'est un sujet, voilà. Et parce que c'est bien de la compétence, évidemment, qu'on va les recruter. Ça va sans dire. Ensuite, quelle est la réalité des CV que je reçois? J'ai du mal à en avoir. Sur le nombre de CV que je reçois, je dis n'importe quoi, 20% de femmes, 80% d'hommes. Ça, c'est la réalité du marché. Vous ne l'inventez pas, c'est ce que vous recevez.
où vous postez des annonces et c'est le résultat de votre action. Voilà. Donc, ça va être compliqué d'exiger la parité. Hein. Enfin, vous n'êtes pas magicien. Et ensuite, quelles sont les filières, au fond, de formation qui permettent de rejoindre vos cabinets? Qu'est-ce que c'est comme type d'école? Est-ce que ce sont des écoles où finalement, très majoritairement, j'ai plutôt de l'engouement masculin ou féminin? Et ça, c'est la réalité du marché scolaire et universitaire. Donc, on sait par exemple que quand on sort avec un diplôme d'ingénieur aujourd'hui, un diplôme d'ingénieur, si vous voulez, féminisation, ça doit être 28%. Hein. Donc, viser la parité pour avoir tout de suite 50% de filles, c'est dur, parce qu'il n'existe même pas à l'école. Donc, on fait ce constat. Donc, ça, c'est l'état des lieux. Et ensuite, on se fixe quelques engagements. Par exemple, moi, je me fixais comme engagement d'avoir à compétences équivalentes et à profil équivalent, en shortlist de mon recrutement, un homme et une femme. Alors, ça, c'est pratico-pratique, pas très compliqué. D'accord ? Je pouvais me fixer comme objectif, par exemple, je reviens sur les CV, parce que ça, c'est intéressant, c'est le sourcing. De dire, bah, j'ai 20% de CV femmes, j'ai 80% de CV hommes, et ben, je vais me fixer un objectif où je vais essayer de recruter un pourcentage supérieur au taux de féminisation des CV. C'est-à-dire, j'ai 20% de CV, ben, je vais essayer, en fait, dans mon recrutement final, d'avoir 30% de femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est assez pratique aussi. Hein. Je me fixe une ambition qui va au-delà de la réalité. Donc là, je montre que je suis pushing. Et après, les moyens, parce que ça, donc 2-3 KPI, pas plus, parce qu'après, on n'arrivera pas à les tenir. Et après, les moyens, moi, je crois beaucoup, et je sais qu'on le partage avec Aurine, il faut aller bosser avec les écoles. Alors là, à fond, c'est-à-dire qu'on participe aux journées, on identifie sur son territoire. Alors ici, on est sur l'Île-de-France, mais vous essaimez aussi dans toute la France. Bah, j'ai des filières qui existent à des endroits, qui n'existent pas à d'autres. Donc, je connais les écoles qui peuvent me sourcer en alternant, qui constituent un super vivier de recrutement. Et là, je me déplace, j'explique en tant que femme ce qu'est le métier d'expert comptable. Ça, moi, j'en ai fait des journées métiers et j'y crois beaucoup. Je fais témoigner dans mon cabinet la jeune alternante qui est arrivée, qui va expliquer la vraie vie. Ça, voilà. Et donc ça, le travail avec les écoles, c'est y compris jusqu'au stage de 3e, parce que ça commence très tôt. Donc tout ça, c'est des choses pratiques. Et moi, j'allais, alors après, voilà, mais jusqu'à la collecte de la taxe d'apprentissage, où je ciblais, notamment sur les filières scientifiques et technologiques, où on a un déficit chronique de femmes, j'essayais de favoriser un peu plus quand même les écoles qui manifestement voilà, s'investissaient vraiment sur ce sujet. Voilà, quelques idées pratiques, quoi. Et tout ça, ça paye. Tout ça, ça paye. Alors, après, il ne faut pas rêver. Hein, c'est-à-dire que vous avez la force d'inertie de la réalité de votre effectif. Votre effectif, c'est une photo à un instant donné. Puis à un instant donné, là, on était sur 60% d'effectifs, mais si je prends juste la population, de ce que j'ai compris des chiffres, voilà, c'est 28%. Donc ça, c'est votre photo avec une force d'inertie. Après ces 28%, il va bouger par les départs à la retraite. Il va bouger par les recrutements. C'est pour ça que les départs à la retraite, vous ne les maîtrisez pas, mais les recrutements, vous les maîtrisez. C'est pour ça que travailler le sujet du recrutement, c'est pour moi un levier vraiment très intéressant. Voilà. Je sais pas si... Ah oui, je suis complètement en ligne et c'est vrai qu'on fait chez Sanofi en tout cas les mêmes engagements. C'est-à-dire qu'on s'engage à la parité de CV auprès des cabinets externes. Quand on passe par un cabinet de recrutement externe, on demande à recevoir pour une fonction autant de CV femmes et hommes. À nous, on l'a inscrit. Nous, on l'a inscrit, c'est-à-dire que on reçoit pas le cabinet. Enfin, en tout cas, on attend d'avoir autant de CV d'hommes et de femmes pour un poste qu'on recrute en externe. On fait la même chose en interne et on a retravaillé la totalité des profils de poste pour qu'ils soient lus de la même manière, non genrés, entre un homme et une femme. Parce qu'un poste posté sur notre site internet, sur l'intranet, etc., ne va pas être interprété de la même manière si c'est lu par une femme ou si c'est lu par un homme. Et donc, forcément, le premier entretien démarre, il y a combien de voyages dans l'année, dans le mois et là, on se dit, tiens, on va relire l'annonce parce que comment on a formulé notre truc là pour qu'elle nous pose la question. Et donc, du coup, on utilise comme un chatbot, on utilise une technique digitale pour relire nos annonces en interne pour qu'elles ne soient pas genrées et qu'elles soient lues exactement de la même manière et bien interprétées.
Ça, c'est un travail de fond et c'est un travail de fourmi. Mais on passe aux critères et aux cribles. Et on a commencé par les plus hautes fonctions qu'on ouvre, les plus hauts grades, puisqu'on veut attirer autant d'hommes que de femmes. Donc, on s'est aussi posé la question sur la manière dont on rédigeait nos annonces. Parce qu'en général, on dit aux managers, mets-moi les 2-3 lignes sur le profil du poste, qu'est-ce que tu recherches à peu près comme niveau, quel type d'expérience. Ah non, 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 on va y aller autrement. Et on va y aller par du standard, parce qu'on veut justement pas que ça soit lu de manière différenciée. Donc, je te rejoins. Le recrutement et l'attractivité interne et externe, c'est extrêmement clé. Il faut que ça soit mais extrêmement bien construit. Et l'attractivité, oui, dans les écoles, donc dans les niveau diplômé, niveau lycée et niveau collège. Et donc chez Sanofi, en fait, on prend sur une semaine entière, en même temps, plusieurs profils de jeunes du collège et surtout de quartiers différenciés, mixés, à parité. Sur la semaine de 3e et on leur propose un programme de revue de nos métiers principaux. Nous permettant d'aller voir ce qu'on fait sur l'industrie, mais le digital, le marketing, la RH, la communication, le légal, la finance. Il faut que dès que la 3e, ils aient un panorama complet de nos métiers. Avant, on discute avec eux de l'engagement qu'ils veulent avoir, en tout cas le curseur, puisqu'ils ont un petit rapport de stage à rendre. Donc du coup, on va personnaliser un petit peu plus en fin de stage sur la dernière journée. Mais le programme est identique pour tous à parité. Les lycées, on se déplace notamment dans les lycées prioritaires, quartiers prioritaires, parce qu'on estime qu'il faut attirer sur nos métiers. Et une jeune fille peut très bien dire j'aurai jamais le niveau. Bah si, tu vas l'avoir. Je vais t'expliquer pourquoi. Et donc là, par exemple, moi, je suis inscrite dans une association qui s'appelle Capital Filles. Je suis marraine de lycéennes dans des quartiers prioritaires ou dans des lycées techniques et de dire, moi, j'aimerais conduire des camions, sauf que ça se fait pas. Bah si, puis je vais t'aider à les conduire, à construire ton projet. Et puis on va y aller ensemble. Et donc voilà, c'est des choses où il faut que dans vos métiers, vous soyez à la fois, comme tu l'as fait au début, rôle modèle et que tu expliques tes expériences de vécu au sein de l'expertise comptable, donc au sein de vos métiers. Je pense que vous avez de très jolis parcours réussis, faites le savoir. Et puis allez vous exposer à l'extérieur. Allez raconter comment votre métier est formidable et comment vous avez des atouts. Donc, ça crée de l'attractivité sur vos métiers, mais vous avez des freins, mais vous en avez conscience. Et justement, on aimerait vous entendre et puis le micro, vous le repasser à la salle et vous dites, et vous, dans nos métiers, vous nous voyez comment en fait? Et vous allez apprendre comme ça des autres dans l'auditoire, dans une sorte d'audition. Et ça, c'est très collectif, c'est très enrichissant et c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Je retiens qu'effectivement, il faut réfléchir en amont quand on recrute à voir qu'est-ce qui nous entoure et qu'est-ce qui nous est proposé pour organiser leur recrutement intelligent. Donc ça nécessite de prendre un peu de recul et de se poser des questions qu'on ne se posait pas forcément. Et c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup appel à des cabinets de recrutement parce qu'on n'a pas le temps, on est pris par le temps voilà. Et j'avoue que je n'avais pas du tout pensé à ça, à leur imposer ces critères-là ou cette réflexion-là. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, on a beaucoup parlé de recrutement. Et je suis sûr que vous avez des tas de choses passionnantes à nous raconter aussi en matière de progression, d'évolution, de bonnes pratiques dans ce domaine-là. Voir comment ça se passe par la suite, en fait. Alors, on l'évoquait un peu au début, c'est évidemment ce fameux plafond de verre. Parce que on voit, et vos chiffres sont éloquents là-dessus, vos 66% de taux de féminisation de votre effectif au global, et puis 28%
sur le métier d'expert comptable. Donc, on voit ce décrochage. Rassurez-vous, je ne sais pas si ça doit rassurer, mais dans nos entreprises, c'est la même chose, quoi. Donc là, c'est-à-dire que déjà, on identifie le sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, mais on va avoir un sujet, en fait, dans le parcours professionnel. Et on évoquait tout à l'heure la maternité, ça contribue aussi quelque part quand même, je pense, hein, parce que moi, ce que j'ai observé dans mes différentes entreprises, c'est qu'au démarrage, finalement, quand on prend les premières tranches d'âge en vie active, les choses sont plutôt assez équilibrées. Globalement, je fais du très macro. Et après, je dirais, quand on arrive à la trentaine, ça va commencer un peu à décrocher. Pour des tas de raisons, et je précise tout de suite, qui ne sont pas toujours du seul fait de l'entreprise. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choix personnels, libres, contraints, j'en sais rien. Enfin, ça appartient à la réflexion personnelle, qui font qu'à un moment, voilà, il y a des orientations différentes qui sont faites. Là-dessus, sur la promotion, on va dire, au sein de l'entreprise, et notamment l'accès à des postes en responsabilité, moi, ce que j'ai beaucoup pratiqué, alors évidemment, j'étais sur des structures plus importantes, peut-être que la vôtre, mais je pense que ça peut tout à fait se dupliquer, c'est que quand vous réfléchissez à faire une promotion, c'est-à-dire qu'il y a un poste qui s'ouvre dans votre cabinet, qui est un poste, je veux dire, à responsabilité, comme ça tout le monde ça va être perçu et compris par tout le monde, et vous en avez, eh ben, c'est de systématiser, et ça, c'est votre rôle de patron. Alors là, pour le coup, je pense que voilà, vous avez une vraie, eh ben, vous faites votre espèce de revue de personnel, on appelle ça le jargon RH. La revue de personnel, c'est que vous avez vos 5-10 collaborateurs, voilà, vos 5 femmes, 4 hommes, etc., leur parcours, leurs compétences, mais vous faites un exercice, parce que vous les connaissez évidemment, mais vous faites l'exercice à froid, si je puis dire, avec la prise de recul, et vous essayez de factualiser l'exercice. Il a quelle expérience, quelles compétences, sur quelle dimension, quel sujet, et selon moi, vraiment, si je raisonne, quel potentiel. Faites un peu un travail, entre guillemets, dit de RH, mais c'est un travail parce que vous connaissez bien la personne, vous posez à plat, voilà. Et du coup, vous faites l'analyse du poste que vous ouvrez à responsabilité. Ce poste-là, qu'est-ce qu'il implique? Et c'est une description factuelle. Donc ça a l'air simple ce que je dis, mais pas tant que ça. Parce que comme vous avez la tête dedans, finalement, cette prise de recul, elle est parfois un peu compliquée à faire. Et vous factualisez et vous, à froid, vous allez regarder, c'est ça, hein, une revue personnelle, vous allez regarder ce qui peut matcher ou pas. Et là, vous forcez, si je puis dire, à vous dire, bah, j'essaie de faire l'exercice en disant un homme, une femme. Je refais la même analyse tout à l'heure, ce que je faisais, c'est du recrutement interne, si vous voulez, que sur du recrutement externe. Mais cet exercice, encore une fois, il est centré sur la compétence, hein, le parcours, le profil et ce que vous en attendez. Et vous essayez de vous faire votre shortlist, comme vous le faites en recrutement externe, avec un homme, une femme. Voilà. Ben, je peux vous garantir que rien que ça déjà, ça va vous faire progresser. Enfin, moi, j'en suis convaincue, je l'ai fait et ça donne du résultat. Voilà. J'ajouterais, pour compléter, on essaie de développer aussi des programmes. C'est-à-dire dans le développement, nous, on considère que le salarié est aussi là pour exprimer son besoin, son envie, comment il se projette. Et en fait, il y a beaucoup de programmes en interne, sans budget, hein, qui vont s'appeler du mentoring. On crée des pairs, on crée des duos avec un mentor, donc une certaine seniorité, en tout cas dans l'expérience, et puis ce qu'on appelle un mentee qui définit son objectif. Je viens d'arriver, je ne connais pas les codes. J'ai besoin de ce duo pour m'aider à naviguer dans cette nouvelle culture. Donc ça facilite. Et du coup, ça donne confiance. Et puis, dans cette discussion, à un moment donné, c'est OK, maintenant tu es bien installé, comment tu te développes, comment tu te projettes. Donc, là, on est hors programme de ressources humaines, on est vraiment dans de l'entraide et on est dans du programme d'accompagnement. Donc ça, beaucoup de réseaux le font. On n'est pas obligé de s'installer dans un réseau, mais en tout cas un duo, une paire, pour s'accompagner dans ces choix de développement et ces expériences. Et donc ça existe beaucoup dans les entreprises. Et en général, la paire, le duo, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais croisées, qui n'ont jamais été le patron de l'un ou de l'autre et qui ne connaît pas le métier ou qui ne connaît pas la vie, l'expérience, et donc regard complètement neuf. Tu viens d'où? Tu te projettes où? C'est quoi tes réflexions aujourd'hui? Et c'est des programmes qui durent quelques mois. Allez, ils se rencontrent
1 à 2 fois par mois en Zoom ou en présentiel, fonction, parce que forcément, nous, comme vous, on a beaucoup de sites en France. Et donc, les duos se font forcément pas sur les mêmes métiers. Donc, on va avoir de la science qui va rencontrer un responsable marketing, une RH qui va aider un financier. Et c'est super intéressant de voir à la fin de ces programmes, quand on dit bon bah maintenant le duo s'arrête parce qu'on va permettre à d'autres duos de démarrer. Et on accompagne comme ça à chaque vague, on appelle ça des vagues, une centaine de personnes, jusqu'à 200 personnes à chaque vague. Et ça marche super bien. Et c'est du mentoring. Et ça existe dans pas mal d'entreprises. Nous, on a lancé un programme qui s'appelle 911 I Need a Coach. Et en fait, c'est pour des gens en interne qui ont envie de changer ou de responsabilité. Donc, vous, de cabinet, de site, changer de région, le conjoint déménage. Ouais, exactement. En disant, j'aimerais bien postuler pour un autre poste, mais alors je ne sais pas du tout comment m'y prendre et je ne veux pas encore rentrer dans le processus RH parce que je vais peut-être me faire griller tout de suite ou je serai mal préparée. Et comment quelqu'un pourrait m'aider à me préparer? Et en fait, on a des coachs certifiés chez Sanofi, quelle que soit la langue du pays, et puis des coachs non certifiés, donc par exemple moi, et j'accompagne, je lui demande de m'envoyer le profil du poste, pourquoi je dois te préparer, en quoi ça consiste, et encore une fois, là, on ne se connaît pas. Je ne sais pas qui je vais accompagner, mais je découvre et elle me découvre et on découvre un poste et voilà, et elle pitch. En fait, elle s'entraîne en 3 minutes à se présenter et ensuite, dans les différents entretiens, c'est 30 minutes. Tu viens de te présenter 3 minutes, à la prochaine séquence, présente-toi pendant 30 minutes parce que l'entretien est d'1 heure. Et moi, je bosse aussi, hein, je réfléchis à des questions, des mises en situation, etc. Donc, c'est aussi des petites choses qui aident un salarié et c'est souvent l'entraide de collaborateurs. Et ça, c'est juste aussi super. C'est des idées. Bien sûr, mais c'est que des bonnes idées, c'est sûr. Non, mais des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, bien sûr. On n'a pas, c'est l'occasion d'échanger, justement. Non, c'est super. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps encore, mais en matière d'égalité salariale, peut-être si vous avez quelques mots à nous dire sur ce sujet-là, ça fait partie de l'index Chiappa Pénicaud, donc il y a des bonnes pratiques, c'est sûr, des choses qui ont été de la littérature. Alors ça, c'est le sujet sensible. moi, je pense que là-dessus, on a fait aussi d'énormes progrès. Je pense qu'aujourd'hui, en tous les cas, dans les grandes entreprises, c'est très outillé. Tout ça, c'est très processé, c'est très en visibilité parce que ce sont des sujets de consultation avec les partenaires sociaux, donc autant vous dire, et de négociation. Donc tous les chiffres sont donnés, c'est scruté à la virgule. Moi, mon observation là-dessus, c'est qu'on a fait vraiment d'énormes progrès à l'entrée dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas affirmer qu'il n'y a plus de différence, mais franchement, à diplôme égal, parcours égal, tout ça, c'est des grilles. Tu as fait un BTS, tu as une école d'ingé, tu as une école de commun, tout ça est totalement nivelé et c'est une grille. Voilà. Donc, il n'y a pas, enfin, franchement, l'écart, je ne l'ai quasiment jamais vu. Donc, à l'entrée, on va dire, là, on a fait beaucoup de progrès parce que ce n'était pas toujours le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même, je pense, à peu près sous contrôle, cette affaire-là. Après, là où ça se gâte, c'est le reste de la vie, quoi, dans l'entreprise. Et donc là, c'est là où il faut vraiment totalement outiller. C'est pour ça, et on en revient au propos précédent, que les dispositions législatives ont du bon. C'est-à-dire qu'elles ont créé ce fameux budget qu'on doit, alors je ne connais pas le seuil, mais c'est peut-être au-dessus de 300 salariés, je pense, dans les entreprises. Oui, de ce fameux budget que l'on doit consacrer annuellement à résoudre les écarts identifiés femmes-hommes. C'est-à-dire, quand on dit des écarts identifiés, c'est des écarts qu'on ne peut pas expliquer. Hein. Donc, à compétences égales, parcours équivalent, tranche d'âge équivalente, grosso modo, ancienneté, voilà. On voit, et donc là, on sort plein de statistiques. Moi, j'en ai fait, voilà. Et on regarde, et on arrive donc sur des périmètres précis. On regarde, on a 4 ou 5 critères. Hein, c'est le niveau de formation générale initiale, le métier occupé, le niveau de responsabilité, la tranche d'âge ou la tranche d'ancienneté. Et puis, on regarde le salaire moyen de l'homme.
Et parfois, c'est dans l'autre sens. Hein. Je dis de l'homme, là, je stigmatise pas, parce que parfois, dans des populations assez féminisées, c'est les hommes qui se retrouvent en écart. Hein. Et donc, on regarde, et quand on fait des négociations salariales, on alloue dans les budgets dédiés une enveloppe spécifique pour essayer de résoudre ces écarts, tout ou partie de ces écarts. Parfois, on fait des plans d'ailleurs pluriannuels. Hein. Quand on n'a pas d'explication, il y a des gens, voilà, ça fait des années qu'ils n'ont pas été augmentés. Voilà. Et le sujet, c'est pas de donner comme aux autres, parce que si on donne comme aux autres, mathématiquement, vous le savez bien, ça ne résout pas l'écart, c'est de donner plus qu'aux autres. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut regarder de manière extrêmement attentive. Il subsiste des écarts. On évoquait les 8-10% de manière très macro. Et parfois, vous allez identifier des situations individuelles. Et c'est ça qu'il faut regarder à la loupe, vraiment avec les managers en proximité. Alors, vous avez des tailles de structures qui vous permettent de le faire. Mais je veux dire, il n'y a aucune raison. Voilà. Ou alors, s'il y a une raison, il faut que ce soit transparent. Il faut que la personne en soit totalement consciente et le comprenne. Ça, c'est sujet permanent, sujet warning, hein, pour moi. Et je pense que dans ces grands groupes aussi, les postes maintenant sont calibrés. C'est-à-dire que voilà la compétence attendue du poste, ça correspond à un grade, donc à un coefficient, et ce coefficient, c'est temps. Donc, du coup, on part d'une base. Et après, effectivement, il y a la vie du salarié, de sa formation, du temps qu'il a occupé dans son poste, voilà, des différences qu'il peut avoir. Et ce qu'on discutait d'ailleurs avant de démarrer la table ronde, la pyramide des âges. Forcément, dans des structures plus jeunes ou dans des structures où on a un salarié, un effectif qui est là depuis plus de 20 ans, et ben, la progression salariale a évolué beaucoup plus vite. Donc là, on a des écarts qui sont plus difficiles à combler. Mais je te rejoins. Hein. À l'entrée de l'entreprise, on est… Je veux juste rebondir sur le fait qu'en effet, dans les cabinets que j'ai faits durant toute ma carrière, c'est vrai que le salaire, nous, dans nos cabinets, c'est assez tabou. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril, je pense que tu es d'accord. On n'est pas transparent là-dessus. Et c'est vrai que j'ai travaillé dans des cabinets où je ne connaissais pas le salaire de mes collègues. Donc, c'est très difficile de mesurer cette différence. Il y a une part variable qui est très… Exactement. Il y a une… Je pense que ça, voilà. Donc, c'est vrai que, et je suis d'accord avec vous aussi, entre le moment où j'ai débuté ma carrière et le moment où je me suis installée et j'ai commencé à recruter, c'est vrai que ce sont les candidats qui nous obligeaient. J'ai dû créer une grille dans mon cabinet avec des compétences parce qu'il y avait ce besoin de transparence des candidats et aussi exactement et d'égalité au bout d'un moment. Mais ce sont des choses qui, moi, quand j'ai commencé à travailler en 2011, c'était pas du tout d'actualité. On se posait même pas la question. Et comment dire, à diplôme équivalent, c'est vrai que moi et mon mari, quand on est rentré sur le marché, on n'est pas rentré au même salaire quand on a comparé. En 2011, moi, je ne suis pas rentrée au même salaire que mon mari. Et je ne sais pas si c'est un gap de… Non, on n'était pas dans le même cabinet. Dans cabinets différents, quand on a comparé, on n'avait pas les mêmes salaires. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre évolution, il y a un moment où j'avais un salaire plus élevé que le sien. Mais on ne saurait pas l'expliquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, à école, diplôme équivalent, ceux qui arrivent sur le marché là arrivent tous au même salaire de toute façon. Eh ben, merci beaucoup. On va peut-être conclure. Donc Aïcha, si on va, tu vas avoir le mot de la conclusion pour que tu nous dises un peu peut-être ce que tu as retenu de ces bonnes pratiques. Comment, enfin, moi j'ai retenu plein de choses. Hein, on a plein de choses à faire, mais je vais te laisser la parole. Déjà, Valérie, Corinne, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis contente d'avoir ouvert le débat sur ce sujet-là et que vous ayez accepté de donner vos petits outils, mais finalement qui sont des choses, je suis d'accord avec vous, qui au quotidien, mis bout à bout. Je pense qu'en effet, sur le sourcing de nos candidats, on a du travail. Et Corinne, je retiendrai le retour d'expérience, en parler, libérer la parole. Je pense que c'est ce qui m'a manqué et je pense que c'est sur ça qu'on va travailler au niveau de la commission. Oui, avec plaisir. Et j'allais dire aussi, allez regarder ce qui se fait en dehors de vos métiers. Vous allez devoir effectuer un travail un peu d'introversion, enfin d'aller regarder ce qui se passe chez vous, hein, dans vos métiers.
Allez regarder aussi dans d'autres fonctions. Engagez-vous avec des chartes d'engagement. C'est très, très fort pour les salariés. Ça démontre votre envie de faire bouger les lignes. Et ça, c'est intéressant. Non, non, c'est tout simple. Allez vous engager auprès d'associations comme Jamais sans elle. C'est-à-dire, je m'engage à toujours être sur un plateau où il y a une représentation de femmes. Allez regarder ce que fait le think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité. C'est très fort. Et il travaille avec plein d'entreprises, avec des tailles différentes. L'AME est aussi membre fondateur de 2Gap, qui est aussi un réseau de réseaux qui regroupe des réseaux du secteur public et privé. Il existe plein de choses. Alors, ça peut se dire, enfin, on peut se dire, oh mon Dieu, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Mais non, en fonction de votre objectif, vous pouvez aller vous engager et aller réfléchir avec d'autres associations, d'autres réseaux, réseaux de femmes, pas seulement. Et c'est très intéressant d'aller, je dirais, avoir cet échange, mais en dehors de vos métiers et de votre expertise, ça ouvre le regard. Oui, et puis je pense que, et ce débat cette table ronde l'a bien montré, tout le monde a des idées. Voilà, tout le monde a des idées. Moi, je crois que votre force est vraiment capitalisée là-dessus, c'est votre réseau. Alors, Corinne a évoqué aussi voilà, les réseaux de l'écosystème, on va dire, mais votre propre réseau aussi. Je suis sûre qu'il y a des tas d'histoires formidables au sein de vos cabinets. Et il faut les mettre en visibilité. De toute façon, on est toujours beaucoup plus attentif à un témoignage qui nous parle de la vraie vie, plutôt que gérer une enquête. Voilà. Et ça, appuyez-vous là-dessus, c'est une vraie force. Parler, organiser voilà, des tables rondes, des débats, des expos, voilà, communiquer, appuyez-vous. Moi, j'ai bien aimé aussi l'idée de Corinne, on le pratique aussi, hein, de mentoring. Voilà, c'est des petits jeux et faites-le savoir. Communiquez sur vos sites internet, quand vous publiez une annonce, voilà, mettez en bas, engagez pour, voilà. C'est des tas de choses vraiment pratiques qui coûtent rien et qui lancent la dynamique et qui montrent que vous êtes en action sur le sujet. En tous les cas, enfin, je sais que Corinne et moi, ravis de participer, voilà. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, vraiment, merci infiniment, c'était passionnant. Moi, j'ai retenu plein de choses. Et voilà, merci beaucoup. Merci.